Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. Peut-on chacun, à notre échelle, limiter notre pollution numérique ? Smartphones, ordinateurs, tablettes, objets connectés en tout genre ont tous une empreinte énergétique et environnementale. Une empreinte qui commence dès leur fabrication. La pollution numérique apparaît-il doublée en quelques années ? Que faut-il savoir ? Que faut-il changer entre prise de conscience et action concrète ? On en parle aujourd'hui avec quelqu'un qui a décidé de s'attaquer au moins à un angle du sujet. C'est le fondateur de CleanFox. Bonjour Edouard Nattet. Bonjour Cédric. On va passer en revue ensemble tout ce qui fait notre empreinte numérique parce qu'évidemment, c'est quand même un problème extrêmement complexe. Plus complexe d'ailleurs que ce qu'on connaît pour les bâtiments ou l'automobile où c'est plus facile à cerner. Mais on va commencer par le commencement. Edouard Nattet, qu'est-ce que c'est que CleanFox ? Donc CleanFox, c'est une solution simple, gratuite pour régler un problème. Ce sont les boîtes mail dans lesquelles il y a des dizaines, parfois des centaines de milliers de mails qui traînent et d'autres qui arrivent et qui posent deux sujets à leurs utilisateurs, enfin leurs destinataires. Le premier, c'est leur empreinte carbone, on en parlera tout à l'heure. Et le deuxième, c'est aussi le temps de cerveau que ça va capturer. C'est-à-dire l'occupation de nos boîtes mail et leur lisibilité finalement. Exactement. C'est que c'est un réducteur de productivité assez fort, le fait de recevoir plein de mails. Oh, maintenant, il n'y a plus que le mail. On a aussi toutes les notifications du quotidien qui sont là pour arriver à réduire notre productivité. Comment ça marche ? Ça s'installe sur les boîtes mail existantes ? Alors, c'est une application qui fonctionne avec iOS, Android et qui est aussi accessible sur le web, qui fonctionne avec tous les fournisseurs de messagerie, Gmail, Hotmail, Yahoo, Caramel aussi. On fait avec ça tout. Existe encore, Caramel. Ça existe encore et c'est une des boîtes qui sont très présentes, notamment chez les couples. Jean-Marc et Rosalie @caramel.com, c'est très fréquent. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va lire la boîte mail d'une manière très différente. Ça va la présenter par expéditeur. Et ça va permettre à un utilisateur, en quelques secondes, de faire comme sur Tinder, de pouvoir regarder expéditeur par expéditeur, combien est-ce que j'ai de mails, par exemple, de notifications LinkedIn, et de choisir entre trois possibilités. Soit je supprime l'historique, soit je garde tout, ou alors la solution la plus radicale, non seulement je supprime l'historique, mais en plus je me désabonne des futurs emails. C'est-à-dire que c'est vous qui envoyez les fameux messages de désabonnement ? Oui, plus quelque chose... On se dit toujours qu'on va faire un jour. Alors, il se trouve que les messages de désabonnement, ça fait que la moitié du problème, parce que, en fait, sur à peu près un tiers des expéditeurs, en fait, ce lien de désabonnement, il a l'effet inverse. Ça veut dire qu'il va valider que la personne en fait est active et l'expéditeur va être ravi de savoir qu'il a en face de lui une personne qui existe vraiment. Donc, ce qu'il faut faire, c'est effectivement passer par ce chemin que nous faisons pour l'utilisateur de désabonner la personne. Mais ce que l'on fait aussi, c'est s'assurer tous les jours à minuit ou à 2h du matin que tous les mails venant d'un expéditeur qui avait été blacklisté sont bien supprimés. On reviendra aux bénéfices d'une boîte mail un peu amincie, mais je le disais en introduction, nos appareils connectés, ils ont bien une empreinte environnementale qui débute au premier jour de leur fabrication. C'est d'ailleurs là, en fait, quand on regarde ça de plus près, quelle est la plus massive. En fait, l'appareil qui pollue le moins, c'est celui qu'on n'a pas besoin de produire. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'abord de mettre l'accent sur par exemple sur des entreprises comme Back Market qui sont en train alors pas d'inventer parce que le marché existait déjà du reconditionnement, mais de le rendre sexy et de faire en sorte qu'acheter un iPhone qui a déjà été utilisé par quelqu'un ou un Android phone, les gens le font avec confiance et même sont plutôt contents de faire une action citoyenne. Effectivement, la première partie, c'est quand le portable est construit. Le premier geste, c'est ça, pour sauver l'environnement, ou en tout cas essayer, c'est d'arriver à changer un peu moins souvent de smartphone, de télé, d'ordinateur, et puis surtout de faire durer les appareils qu'on a déjà. C'est augmenter la durée de vie des appareils, et c'est faisable par exemple en famille. C'est le fait que le plus geek de la famille puisse effectivement être celui qui va avoir le portable de dégénération, mais juste s'assurer qu'ensuite le portable ait bien une seconde vie avec ma mère dans mon cas et d'autres personnes. Je pense qu'on a tous la même. Exactement, qui récupèrent les téléphones de deuxième génération. Qui est un centre de recyclage de smartphones de seconde génération. Mais typiquement le modèle d'un Back Market qui maintenant fait l'effort alors j'arrête de faire de la pub pour eux, mais qui fait l'effort en plus de proposer de rachat. Il y en a d'autres. Oui, bien sûr. Il y a e-commerce, il y a tous ces gens qui
récupèrent des smartphones, qui les reconditionnent, comme on dit, qui les remettent à zéro, les nettoient, les réparent si besoin est. Les réemballent. L'expérience d'un portable qui a été acheté dans un de ces sites-là est en fait assez incroyable et les gens ne s'imaginent pas qu'il y a vraiment l'ouverture de la boîte, c'est très sympa, c'est vraiment très chouette. Donc ça marche bien. Et les prévisions sur le marché du portable, c'est que d'entre 20 et 25% des achats de portables, je crois dans 10 ans, sont censés être du reconditionné. Donc ça progresse et on n'est pas mauvais en France sur ce sujet. On a longtemps entendu dire que les serveurs, les data centers étaient finalement les grands méchants loups de l'empreinte du numérique au sens large. On s'aperçoit aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'est de la semaine dernière, une étude publiée dans Science, que finalement, le pire n'est jamais sûr, comme on le dit souvent. Ils expliquent que par exemple, le volume de données, on va dire le volume d'intelligence et de calcul rendu par ces data centers, ils ont augmenté en flèche, x6 en 8 ans, x7 chez Google, mais que pendant ce temps-là, leur empreinte énergétique, elle n'aurait augmenté que de 6%. C'est-à-dire que ça en ferait tout à coup les meilleurs élèves de la transition énergétique. Je ne connais pas d'autres activités humaines que vous multipliez par 6 et dont l'empreinte énergétique reste à peu près la même. Ça veut dire qu'en fait, les gains de productivité, finalement, ils se font chez les plus gros. Alors, il y a 3 éléments à avoir en tête. Le premier, c'est effectivement, il y a un phénomène qui est assez violent, c'est le doublement tous les 18 ou tous les 24 mois, ça dépend des estimations, du nombre de données qui sont créées. Et en fait, pas mal de gens s'attendent à ce que la 5G, l'augmentation des objets connectés et le fait qu'on va passer sur un système où on avait du cellulaire, on avait des réseaux physiques et vient s'additionner, alors que ce n'était pas vraiment prévu au programme, des programmes comme Starlink, par exemple, de SpaceX. Donc, on a un sous-jacent. On explique Starlink, c'est un réseau de communication par des satellites à basse altitude qui sont là pour couvrir tout le monde peuplé, j'ai envie de dire, comme un nouveau réseau de communication qui soit ni du Wi-Fi, ni du cellulaire, mais un vrai réseau de communication satellitaire. Et avec des temps de latence qui sont pour du satellitaire hyper bons. Et donc, on a un sous-jacent qui est la création de données par des appareils qui sont aujourd'hui majoritairement nos portables, mais demain, ça sera n'importe quel capteur dans n'importe quel appareil. Et ça ne fait qu'augmenter. Et le rythme peut potentiellement aller plus vite qu'une loi de Moore. Ça peut aller encore plus vite que doublement tous les 18 mois. Ça, c'est le sous-jacent. Le deuxième point, c'est la question de la mesure. C'est-à-dire que la mesure de la pollution des data centers, elle se fait en prenant en compte l'origine, ou plutôt le sourcing de l'énergie. De l'énergie qui se passe derrière, bien sûr. Alors, aujourd'hui, la question du sourcing de l'énergie, c'est une question qui est assez difficile à aborder parce qu'il y a des moyens d'acheter des kilowattheures ou même des mégawattheures dans le cas des data centers qui sont sourcés, qui sont dits verts. Le seul point, c'est que c'est qu'une question de chez qui on va se facturer. La question de combien est-ce que d'énergie a été consommée, elle demeure la même. En l'occurrence, c'est le même nombre de kilowattheures. Le seul point, c'est que quelqu'un va avoir les moyens de dire « moi, j'achète du vert », passer son empreinte à quelque chose qui va être plus faible, mais à la fin, il y a quand même une dépense d'énergie monstrueuse. Donc ça, c'est pas du tout un tour de passe-passe, c'est juste... Quand on fait ce genre les analyses sur la consommation d'énergie et le bilan carbone d'une industrie, il ne faut pas simplement voir ce que ça génère comme une tonne de CO2, mais aussi simplement savoir combien ça consomme d'énergie, parce que l'énergie qui est consommée, l'énergie verte consommée par ces services, c'est une énergie verte qui n'est pas consommée ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en déplaçant, par exemple, leur informatique dans le cloud, les entreprises gagnent finalement sur leur bilan environnemental, parce que les petits serveurs, entre guillemets, si vous êtes une grosse PME, que vous pouvez avoir dans votre cave, seront jamais, malheureusement ou heureusement, aussi efficaces que ceux qu'un Amazon ou un Google a dans ces data centers. Alors ça, c'est effectivement le troisième point. C'est pour autant, effectivement, le cloud a un avantage, c'est qu'il permet la mutualisation des puissances de computing. Et des économies d'échelle qu'on ne peut pas faire juste à l'échelle d'une entreprise. Exactement. Et les nouvelles manières de coder, ce qu'on appelle le serverless, c'est-à-dire le sans serveur, ou si on va même sur des sujets comme... pour les amis informaticiens, les lambda, ce genre de choses, permet d'utiliser les infrastructures au mieux, et ça change beaucoup de choses. Bon, on va se remettre dans les chaussures du consommateur final, de l'internaute, comme on dit. Parmi les leviers d'amélioration, les choses qu'on peut faire, j'ai envie de dire, à échelle de consommateur, on parlait tout à l'heure des appareils qu'on a, en changer moins souvent, les faire vivre plus longtemps, s'inquiéter de leur consommation. J'entends souvent des conseils qui sont un peu surprenants en disant « éteignez votre box la nuit ». Mais oui, mais c'est quand même de plus en plus compliqué. Quand on a l'éclairage, le chauffage, la sécurité, l'alarme, les caméras, plus évidemment tous les ordinateurs, tablettes et smartphones qu'on a à la maison connectés sur la même box, comment est-ce qu'on fait pour éteindre sa box ? Moi, je trouve ça très difficile. Oui, ça me paraît même impossible. Il y a certains gestes, à mon avis, qui me paraissent, pour le coup, avoir un préjudice beaucoup plus faible, voire absolument nul.
plusieurs idées comme ça. Il y a évidemment nettoyer sa boîte mail, c'est ce que fait CleanFox, mais On va y d'autres revenir. choses qu'on peut faire, c'est aujourd'hui sur YouTube, par exemple, on pourrait imaginer que l'hébergeur ou Dailymotion, quel que soit l'hébergeur, mettent en place une règle qui consiste à dire si une vidéo a été postée et qu'en 6 mois, il n'y a eu que 3 personnes qui l'ont vue, à ce moment-là, elle est mise sur un stockage qu'on va appeler une sorte d'archivage, ce qui fait qu'elle ne sera pas en super haute disponibilité comme elle va être aujourd'hui, mais ces tonnes et tonnes de vidéos qui sont uploadées et qui sont utilisées par personne, elles sont sur des stockages pour être disponibles tout de suite. Le deuxième point, c'est aujourd'hui, tous les gens qui ont des photophones, c'est-à-dire tous les smartphones qui existent, Tous les smartphones, oui. tous les smartphones vont voir leurs photos qui vont être dupliquées sur iCloud ou qui vont être dupliquées sur Google Photos. Le nombre de photos qui ne servent strictement à rien et qui sont juste la 87e édition d'une photo que finalement on aura prise, mais voilà, ça peut être nettoyé aussi. Donc il y a un phénomène juste sur ce qui concerne le stockage personnel que l'on a dans le cloud, il y a des choses à faire. Donc on a parlé de la boîte mail, on a parlé... C'est dommage, il faudrait peut-être que quelqu'un s'attelle à l'écriture d'une application pour nettoyer non plus sa boîte mail, mais son stockage de photos. Moi, je jette cette idée en l'air, vous la rattrapez si vous voulez. Alors, ça fait partie des idées dans les hackathons chez CleanFox qu'on a eu, parce qu'en fait, il y a aujourd'hui, la computer vision, c'est la capacité qu'un ordinateur va avoir de comprendre une image, va être capable de se rendre compte que il y a 18 fois la même photo, ou qu'il y a une photo qui est floue, ou ce genre de choses, et va être capable de proposer à un utilisateur que toutes les photos floues qui ont été prises dans une poche puissent être supprimées. Ça, L'étape suivante, c'est d'arriver à comprendre la valeur d'une photo. Par exemple, je ne sais pas, moi, il m'arrive de prendre la photo du numéro de ma place dans un parking. C'est une photo qui a vertu à être utilisée pendant, juste le temps que je revienne à ma voiture. Elle pourrait être totalement effaçable le lendemain. Oui. Pour ça, il faut comprendre ce que c'est que la photo. En fait, c'est marrant parce que ça ouvre un sujet qui est, alors qu'on va peut-être aborder aujourd'hui, c'est que typiquement, on est dans un cas où la data est à la fois le problème, mais aussi la solution. Ça veut dire que, et c'est quelque chose qui est hyper important chez Fox, c'est l'idée de se dire, on ne fera pas sans la data et on ne fera pas sans les progrès de l'informatique. Et en revanche, il faut trouver dans les data la manière de créer les nouvelles solutions, justement pour voir qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile, qu'est-ce qu'il faut prioriser, qu'est-ce qu'il ne faut pas prioriser. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on bosse. Et typiquement, je prends juste l'exemple très bête de CleanFox. Ce que l'on présente quand on montre les mails regroupés par expéditeur, c'est le taux d'ouverture. Et on va être capable de se rendre compte qu'une notification Twitter, moi j'avais 1800 notifications Twitter avec un taux d'ouverture égal à 0. Et bien CleanFox va proposer de virer les 1800 notifications en priorité. Pour revenir à CleanFox, vous mettiez en avant le bénéfice environnemental d'une boîte mail passée en mode détox. Il y a d'autres bénéfices ? Il y a 2 autres bénéfices. Il y a un bénéfice qui est celui de la productivité. Aujourd'hui, un email, alors en entreprise, un email génère à peu près 64 secondes de distraction. Voilà. Donc un email ouvert, c'est-à-dire qu'il soit une newsletter, en moyenne c'est 64 secondes. Il y a le deuxième point qui est ensuite juste un bénéfice économique. C'est-à-dire que de 2004, la naissance, je crois, de Gmail, jusqu'à aujourd'hui, on a eu un phénomène où, en fait, l'accroissement du nombre de gigaoctets mis à disposition par Google ou les autres hébergeurs des utilisateurs augmentait avec la taille des boîtes mail. Il se trouve que là, à partir de 15 gigas, maintenant, sur la plupart des boîtes mail, ou 100 gigas, ça dépend, on atteint une limite à partir de laquelle on peut payer. Et nous, on se rend compte que quand on regarde les raisons pour lesquelles les gens viennent sur CleanFox, il y en a une partie, c'est pour des raisons budgétaires. Pour arriver à ne pas payer, à faire mincir leur boîte exactement. mail et à rester sur retarder une l'échéance. utilisation gratuite. Tant qu'on parle d'argent, le service est gratuit, CleanFox ? Alors, le service est gratuit. Mais comment est-ce que vous gagnez votre vie alors ? Alors, le service est gratuit et le point aussi important, c'est que le service nous coûte cher. Et ça nous coûte cher parce que le mail est une vieille techno. Donc, on a besoin d'avoir des bons ingénieurs. On est une 60aine à Paris à peu près. Il y a besoin d'avoir tout ce qui concerne la sécurité. Et donc, la sécurité, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire tout seul. Mais après, on se remet aussi au fait d'avoir des gens qui viennent auditer l'entreprise. Et ça coûte hyper cher. Donc, on a toute une structure de coûts. La manière qu'on a trouvé de pouvoir monétiser CleanFox, c'est de rendre le modèle rentable, c'est régler un autre problème qui nous est ultra cher, enfin aussi cher que le sujet de la pollution digitale, c'est le sujet du monopole aujourd'hui de l'information dont disposent les grandes plateformes de e-commerce, de mobilité, de tourisme, etc. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire savoir quelle plateforme e-commerce fonctionne, quelle destination de voyage va plaire, etc. C'est quelque chose aujourd'hui qui permet d'accentuer la position, alors pas de monopole en l'occurrence, mais la position de leader de toutes ces boîtes-là.
Et nous, eux vous diraient la qualité du ciblage de leur action commerciale. Oui, le point, c'est qu'on s'est dit, il faut qu'on arrive à résoudre ce problème en ne faisant aucun ciblage, aucun préjudice pour les utilisateurs. Et ce qu'on s'est dit, c'est on va agréger, on va anonymiser les reçus électroniques. Donc ça veut dire que, et on le marque très clairement quand une personne rejoint CleanFox, on dit voilà, on va faire un travail de faire ce que fait un Ipsos, un IFOP, un panéliste. On va faire des statistiques sur combien est-ce qu'il y a de reçus électroniques qui en sont reçus depuis, j'en sais rien, depuis Amazon, depuis Cdiscount, etc. Et l'information qu'on obtient, c'est une information qui permet de connaître les parts de marché, qui ne pose aucun préjudice pour les utilisateurs parce qu'on n'utilise pas leurs données personnelles, on n'utilise que des données anonymisées et agrégées. Et ça permet de casser le truc qui aujourd'hui est en train de tuer le retail, même le retail online français par exemple, et c'est français ou allemand, enfin, à chaque fois qu'il y a des gens qui doivent se battre contre une méga plateforme, et c'est comme ça, c'est en commercialisant ces études statistiques qu'on peut faire vivre CleanFox et ensuite d'autres Fox qui vont arriver. On va revenir à l'environnement. Parmi les conseils les plus intéressants que j'ai entendus récemment, il y en avait un qui était de dire, si vous avez un ordinateur à la maison, un bon gros PC de bureau, mais que vous avez aussi un smartphone, essayez de faire tout ce que vous pouvez sur le smartphone, qui de toute façon a intrinsèquement une consommation énergétique qui est bien plus optimisée que celle de votre ordinateur. Un smartphone, chaque année, ça consomme l'équivalent d'une heure de chauffage électrique, c'est-à-dire entre 1000 et 2000, enfin entre 1 et 3 kW, alors qu'évidemment, votre gros PC de bureau avec sa grosse alimentation consomme bien plus. C'est peut-être sur ce conseil-là qu'on va se laisser. Édouard Naté, où est-ce qu'on vous retrouve en ligne ? Alors, sur cleanfox.io et sur les stores iOS et Android en tapant CleanFox. Et vous-même ? Où est-ce qu'on lit les pensées d'Édouard Naté ? Alors, les pensées d'Édouard Naté, on les voit sur LinkedIn, et notamment, on a partagé ce matin l'initiative One at Fox, qui était notre manière d'utiliser nos skills de data notamment, et notre connaissance du monde des startups, pour essayer d'apporter une petite contribution au sujet de la place des femmes. Avant de se quitter d'un mot, un autre site, rien à voir avec le vôtre, qui s'appelle ClickClean, qui permet aux consommateurs de recenser un peu la consommation énergétique de tous les grands sites des applications, selon que ce soit de la vidéo, de la messagerie, de la musique et du reste. Intéressant au moment de choisir sa plateforme, même si la question peut se poser, est-ce qu'on choisit vraiment les plateformes sur lesquelles on va aujourd'hui ? Bref, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, justement, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et les autres. Tant que vous y êtes, évidemment, n'hésitez pas à cliquer sur 5 étoiles, à nous laisser vos commentaires et à parler du podcast autour de vous. Et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.